Mon premier objectif, c'est de trouver des nouveaux points de vente. Mon second objectif, c'est de fidéliser les points de vente avec lesquels je travaille. Mon troisième, c'est de voir les grands comptes en une fois. Mon quatrième objectif, c'est d'arriver à rentabiliser le salon avec les commandes qu'on passe sur les 5 jours. Et le cinquième, c'est un super moment de team building. L'équipe finalement est confrontée à des magasins. Et là, ça donne vraiment une énergie de dingue que de voir des gens qui passent, qui nous disent « J'ai votre produit à la maison, je l'adore, il est chouette ». Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblant, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Vous le savez, chères auditrices, chers auditeurs, le retail, la distribution physique, l'omnicanalité sont des sujets phares à maîtriser sur le bout des doigts. Or, c'est souvent difficile à appréhender. C'est pourquoi, avec Mickaël de Shapeart, on a décidé de créer cette série spéciale autour du retail. Ouais, ça va être des épisodes qui vont vous permettre d'appréhender le milieu du retail, un milieu que je connais bien puisque ça fait 15 ans que j'ai eu des rôles de distributeur, de marque, de revendeur. Et actuellement avec Shapeart où on commercialise nos produits dans près de 5000 magasins revendeurs en Europe. Il y a plein de concepts à maîtriser et c'est ce qu'on va aborder dans cette série spéciale dans laquelle on recevra Kabaya, Morphée, 900 Care et plein d'autres et où on parlera de retail, de wholesale, d'agents commerciaux, de distributeurs, de marge, de coefficient de marge évidemment, de taux d'effort, de revenus par mètre carré dans une boutique, bref, des épisodes passionnants, pragmatiques, didactiques et pédagogues que, je l'espère, vous apprécierez. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série spéciale Retail que j'enregistre avec Mickaël de Shapeart. Salut Mickaël, ça va ? Salut Laurent. Et aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Charlie Rousset. Salut Charlie, ça va ? Ça va, bonjour à tous les deux. Très heureux de te recevoir. Je t'ai déjà reçu 2 fois sur le panier. Super épisode que je vous invite à écouter. Mais aujourd'hui, on parle retail uniquement. Morphée, vous connaissez certainement. Si vous ne connaissez pas, ce sont des produits déconnectés pour gérer son stress, apprendre à méditer, apprendre à mieux dormir. Mais tu le diras mieux que moi. Ouais, exactement. On a une gamme de produits aujourd'hui, donc produits déconnectés qui permettent de pratiquer sans son téléphone la méditation avec Morphée pour s'endormir, mon petit Morphée à destination des enfants et Morphée Zen pour gérer son stress. Raconte-moi un peu la taille de la boîte, quel CA, combien de personnes, où vous êtes basé ? On est basé à Aix-en-Provence, ouais. Donc le siège est là-bas. Après, on a on a fait une joint venture aux États-Unis, donc on a une présence à New York et une présence à Hong Kong. On est une vingtaine de personnes, 500 000 produits vendus et un peu plus de 10-12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Fat. Ok, cool. Parmi les leviers, les sujets qu'on va aborder, plein de sujets. Déjà, ton mix distribution. On a commencé à en parler en préparant l'entretien. C'est les leviers que tu peux avoir sur le sell-out. Le sell-out qui doit être votre obsession, chères auditrices, chers auditeurs, quand vous êtes en wholesale. On va parler de salon. Vous avez bien pratiqué. On va parler de rebranding, de produits physiques quand tu as un mix distribution omnicanal. Complexe et du coup des cycles de mise à jour de tes produits. Et on va parler aussi d'international. Belle expérience à partager. Raconte-moi aujourd'hui c'est quoi ton mix distribution justement sur ton CA, sur ton. On réalise 3/4 de notre chiffre d'affaires dans les magasins physiques et 1/4 sur notre site internet. Un petit peu moins, même 20, ça doit être 20-80 à peu près. Et on fait 2/3 de notre chiffre d'affaires en France et 1/3 à l'international. Les 20% c'est sur votre site plus Amazon ? Ouais, je sais jamais si on le compte dessus ou pas. Il y a 2 écoles, mais en gros, on va dire qu'on fait 15 sur le site, 15 sur Amazon et 70 ailleurs. Ok. Et le ailleurs, c'est ? Le ailleurs, c'est les magasins, c'est ah oui, d'accord, pardon. Nature et Découverte, Boulanger, Fnac, Darty, Cultural, International. Combien de points de vente ? On a dû dépasser les 1500 points de vente. Ok.
Mais c'est pas le nombre de points de vente qui compte. C'est parce pas que t'as des fois un point de vente qui te fait 5 ventes à l'année et un point de vente qui va t'en faire 300. Donc, On est bien placé pour ça. Hein. Nous, on a un nombre de points de vente qui est assez colossal. Mais effectivement, on a un panier moyen par magasin qui est assez faible. Typiquement, un magasin de running, il va vendre 20 produits à l'année. Et, forcément, c'est pas ce que fait un magasin nature et découverte ou boulanger ou autre, quoi. Moi, un beau magasin à Noël, il peut me faire 80 produits par semaine. Ça, c'est un beau magasin. C'est un des meilleurs. C'est le Un meilleur. des meilleurs. Ouais. C'est lequel? La meilleure d'ailleurs semaine. Je crois que c'est Haussmann. Avant, c'était la Défense. Nature et découverte. Nature et découverte. Ok. Ouais. 80 produits semaine, c'est une bonne semaine. Je crois que le dernier, à un moment je regardais, mais l'un des derniers messages que je t'envoyais sur WhatsApp, c'était depuis Nature et Découverte les Halles, où j'entendais les vendeuses qui se crient entre elles, t'as du Morphée? Non, j'en ai plus, va voir en stock. Exactement. Il y a des échanges des fois intermagasins. Ok. Donc 70-80 en physique et le reste en retail. En digital. Excuse-moi, en digital, tout à fait. Ouais, en 70-80 en retail et 20 à 30 en digital. Ok, cool. Et 2 tiers en France, un tiers à l'international. T'as fait pas mal de salons. Beaucoup. Tu fais quel salon? Alors Parce que tu peux être sur du jouet, tu peux être sur pour le Morphée enfant, tu peux être sur du bien-être, du maison et objets. Bah, c'est pour ça qu'on les fait tous. Ok. On a fait 3 éditions de maison et objets. On a fait 3 éditions en 9 mois en plus, donc c'est beaucoup. On a fait le salon du jouet à Nuremberg, le Spielwarenmesse. On a fait l'IFA à Berlin récemment. On a fait Équipe Hôtel parce qu'on a un produit pour les hôtels. On a aussi fait Omiyage pour les comités d'entreprise. Donc en fait, on fait plein de tests. Omiyage, c'est spécialisé pour les comités d'entreprise. Ok. Donc qui viennent trouver des produits cadeaux pour la fin d'année. Ceux qui ont très très bien marché. Maison Objet, ça marche extrêmement bien pour plusieurs raisons. Bah, déjà, c'est vraiment notre cible. Hein. Nous, on cherche à vendre dans pas mal de concept stores. Donc les concept stores peuvent découvrir ou quand ils la connaissent déjà rencontrer notre marque et ils passent les commandes sur le salon, sur le stand, et ensuite tous les magasins, que ce soit les petits magasins, les concept stores ou même les grosses chaînes, viennent obligatoirement sur Maison et Objets. Et donc nous, en 5 jours, ça te permet d'avoir 100 rendez-vous en 5 jours. Ça t'évite quelques allers-retours à Paris, à Lille, à Bordeaux, je ne sais où. Et puis finalement, bah, le petit magasin qui est au fin fond de la Bretagne, celui qui est à Dijon ou celui qui est à Nice, t'iras pas trop les voir pendant l'année, mais on sait qu'on les voit 2 fois par an à Maison et Objets et c'est super. Mais tu les gères en direct du coup? On les gère en direct ou certains passent par un store. Ok, mais pas par des agents, pas par... Non, on fait tout en direct en France, 100% en direct. Pourquoi? Un agent, ça prend forcément une marge qui est importante et nous on est une structure aujourd'hui qui nous permet d'absorber ça. Entre 8 et 15, hein, de même un agent. 10-12. 10-12, ok. Au milieu quoi. Et donc vous préférez le gérer en direct? Tout à fait. Comment tu fais pour avoir 100 rendez-vous sur 5 jours de Maison et Objets? Non mais j'exagère, alors on doit avoir peut-être entre 25 et 40 rendez-vous formels, et puis après quand je dis des rendez-vous, c'est des magasins qui passent, qui nous distribuent depuis 6 mois, 8 mois. On a eu des échanges uniquement digitaux et ils sont contents de passer 10 minutes, un quart d'heure avec nous, et au moins tu crées une petite connexion, et souvent c'est des magasins qui vont faire des réassorts, parce que ils te voient, ils discutent avec toi, ils rencontrent les fondateurs, l'équipe, et donc ils vont reprendre 6, 12, 18 unités, et c'est super pour nous, parce que c'est des magasins qu'on n'aurait pas forcément rencontrés. Et ça, c'est ton objectif principal quand tu fais un salon? Non, par exemple, maison et objet, pardon, tu vas dans quel état d'esprit? Mon premier objectif, c'est de trouver des nouveaux points de vente. Mon second objectif, c'est de fidéliser les points de vente avec lesquels je travaille. Mon troisième, c'est de voir les grands comptes en une fois, ce qui est quand même très très pratique. Mon quatrième objectif, c'est d'arriver à rentabiliser le salon avec les commandes qu'on passe sur les 5 jours. Donc ça, on y arrive à peu près. Et le cinquième, c'est un super moment de team building. Donc on emmène une partie de l'équipe, parce que nous on est basé à Aix-en-Provence, donc c'est toujours chouette d'aller à Paris. Et l'équipe finalement est confrontée à des magasins et à des utilisateurs finaux. Et finalement, quand tu es au bureau toute l'année et que tu te déplaces pas beaucoup, ben tu les vois pas tant que ça, les retours clients. Et là, ça donne vraiment une énergie de dingue que de voir des gens qui passent, qui nous disent j'ai votre produit à la maison, je l'adore, il est chouette. Et quand les équipes reviennent au bureau, ils sont boostés à fond. Voilà les 5 objectifs. Ok, et du coup, je rebondis sur le 4e qui est rentabiliser le salon avec les commandes que tu prends. Donc toi, dans ta rentabilité, tu vas regarder vraiment ce qui s'est passé sur le salon, ou tu le fais après à moyen terme, à plus long terme. Ce serait quoi les KPI, les indicateurs clés
En fait, on en a deux. On a les commandes passées sur le salon, donc pendant les 5 jours, qui vont correspondre à X milliers, dizaines de milliers de chiffres d'affaires. Et ensuite, on a les commandes générées à J plus 4 mois, parce que tu as certains magasins qui vont pas commander le jour J, mais qui vont commander 1 mois plus tard. Mais à partir du moment où on l'a rencontré sur le salon, tu vois, on estime que ça fait partie du chiffre salon. En général, on met 4 mois post-salon, 4-6. Pour savoir l'effet, le vrai résultat qu'a eu le salon. Tu es jamais très précis parce que tu as des gens qui vont faire du réassort. Alors tu le comptabilises, mais si ça se trouve, ils auraient quand même fait du réassort alors que tu serais pas allé au salon. Donc, mais au moins, t'es top of mind, ils t'ont vu, tu crées du lien, tu entretiens du lien. Tu peux le préparer en amont? Salon? Tes rendez-vous. Qu'est-ce que tu prépares avant un salon, toi? Nous, ce qu'on prépare, il faut qu'on ait le plus beau stand du salon. C'est un sacré challenge, hein. Ouais, c'est cher. Je mets pas trop la pression à l'équipe marketing, merchandising. Non, faut qu'on soit vraiment, faut que quand les concept stores, quand les personnes viennent sur notre stand, ils se disent, waouh, ça déchire, cette marque, elle est vraiment cool, et que ce qu'on arrive à faire représente vraiment notre univers, tu vois. Donc nous, c'est le bien-être, c'est l'imitation, c'est le zen, donc on a des jolis canapés, etc. Et on veut pas non plus faire un truc, bon, déjà en termes de budget, mais de 50 mètres carrés, parce qu'on reste une petite équipe, une petite marque. Donc on fait quelque chose à notre échelle. On prend 12, 15 mètres carrés, un petit canapé, 2 tabourets. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on a déjà payé jusqu'à 15 000 euros juste de standiste pour 5 jours, hein, en mobilier et en déco. 15 000 euros de standiste. Ça, c'était la première fois, maintenant on paye moins. Tu peux le réutiliser. Au début, on pouvait pas les réutiliser la première fois, donc ça avait été un petit sujet en interne. Et donc là, ça y est, on a trouvé un stand qu'on peut réutiliser. Et je sais plus, on repaye que 1000 ou 2000, je crois, pour le réutiliser, donc c'est cool. Et préparer tes rendez-vous, tu peux le faire en amont? Ouais. Donc tu vas lister, tu vas contacter les gens qui viennent. C'est quoi tes techniques? Bah maintenant on a une base de données de tous nos clients. On envoie un mail, retrouvez-nous sur le stand B12. Retrouvez-nous quand vous voulez. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez. Puis s'ils veulent pas, ils passent à l'improviste. Donc t'as un peu des deux. Les gros en général ils prennent rendez-vous et ils passent une demi-heure, 3/4 d'heure avec nous. Et puis les petits ils passent 10 minutes nous dire bonjour. Ce que j'allais dire, ouais, même les grands comptes, toi tu préfères les voir sur un salon plutôt que à part. On fait les deux, on les voit à part pour les négo annuels, et puis là c'est informel, c'est histoire de discuter, de passer un moment ensemble, de connaître un peu les tendances, tu vois, c'est toute la partie un peu sympa que tu peux avoir avec tes clients. On rentre pas dans le détail de la négo parce qu'en plus t'es dans un endroit qui est ouvert, t'as potentiellement des gens qui peuvent entendre, donc c'est juste de la discussion, c'est de la discussion informelle. Il y a des trucs à ne pas faire, donc payer un stand 15 000 que tu peux pas réutiliser par exemple, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Ne pas faire, ouais. Ça, c'est sûr. Non, et après, pour moi, le point qui est très très important, c'est l'équipe que tu vas emmener sur ton salon, et c'est passer du temps avec l'équipe sur le salon. En fait, t'as un beau stand, c'est super. Ça, c'est la première étape. Mais derrière, l'étape la plus importante, c'est avoir une équipe qui a envie au quotidien. Donc, nous, on fait toute une formation, et puis encore, on en aurait pas spécialement besoin parce que l'équipe est hyper impliquée, mais si tu veux pas de téléphone sur le stand, tu laisses pas traîner les cafés, le déj du midi dégueulasse avec un bout de maillot sur ton et j'en vois, hein, je dis ça, ouais. On rigole, mais j'en vois plein et je m'amuse même des fois, c'est pas très cool, mais à prendre des photos de certains stands. T'as un super stand et là tu vois 2 mecs sur leur téléphone, tu vois un bout de tacos pas fini à côté du produit. Bah, ça m'en fout. Nous, c'est interdit de manger sur un stand. Bien sûr. Ça, c'est la règle d'or. On ne mange pas sur un lieu de vente, quoi. On est là pour vendre un produit, pour le mettre en avant. On ne mange pas. Ça, moi, je me bats à chaque fois. C'est la première chose dans la formation. C'est pas de téléphone. Pareil, on va pas boire devant un client. Non, tu attends 5 minutes et tu vas boire après. Ça, c'est vraiment, et c'est pas naturel pour tout le monde. Mais il faut que un stand, c'est propre, c'est clean, c'est tout le temps. C'est pas de poussière, les produits sont nettoyés. Si on a des écrans, ce genre de choses, les boîtes, on nettoie. Enfin, c'est vraiment, ça paraît un peu con, mais là, là, le souci du détail peut tout changer, quoi. Et c'est un boulot de dingue parce que les gens passent leur temps à tout toucher. Et donc toi, tu passes ton temps à remettre les tailleurs bien carrés, etc. C'est comme avoir des enfants, en fait. Sûrement. Écoute, c'est ma première expérience alors. Tu les formes en amont? Donc ton équipe au début, puis maintenant ils sont bien meilleurs que moi, donc c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, nous il y a une autre chose, c'est si je reviens sur le comportement qui est essentiel,
Si t'es les bras croisés ou que tu discutes caché derrière ta PLV, tu feras pas grand chose. Par contre, si t'es devant ton stand et que tu dis bonjour monsieur, bonjour madame, vous connaissez, etc., tu fais un carton. Donc tout simple. Quelqu'un qui regarde ton produit ou ton stand, faut aller lui parler. Et c'est vrai que ça, c'est très différent d'un pays à l'autre. Nous, par exemple, on a fait pas mal de salons en Suisse. Les Suisses sont très surpris par ça, par exemple. Ils n'ont pas l'habitude de se faire un peu alpaguer, on va dire, la vente proactive. Ils connaissent pas trop. Et nous, grâce à ça, par exemple, en Suisse, on fait des cartons, mais monstrueux par rapport à d'autres marques. Parce qu'en fait, on y va, quoi. Parce que tu y vas. Moi, t'as regardé un produit, tu l'achètes. Hein. Je caricature, mais c'est un peu comme ça qu'on va former les gens quand on les emmène en salon. Dire, OK, en fait, il faut y aller. T'es là, on est samedi, dimanche, t'avais peut-être autre chose à faire, on y va pleine balle, donc on est là pour rentabiliser le salon à fond. En général, sur ces salons, t'as des jours B2B, des jours B2C, ouverts au public, on va dire. Tu te prépares différemment, tu le gères différemment. Ouais, ça dépend des salons. Il y a des salons qui sont exclusivement B2B, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de salons qui aiment bien avoir le jeudi, vendredi pour les pros, samedi, dimanche pour les particuliers. Familles, c'est là souvent où tu vois les switches des équipes. Donc tu vas voir les pros, on va dire les gens de la marque du siège le jeudi, vendredi, et le samedi ils envoient soit les commerciaux, soit parce que c'est pas le même discours. Ouais. Ça m'arrive de rentrer chez moi pour le week-end. Tu vois. Bah voilà, les pros rentrent. Cool. Est-ce qu'il y a des moyens de... Alors les salons, ça peut être cher. Combien ça coûte un stand en dehors du standiste, pardon. Ouais, en dehors du standiste, ton mètre carré, je pourrais pas te dire, mais nous 10-12 mètres carrés, c'est dans les 5 000 euros. Ok, tout le monde n'a pas forcément les moyens. Ça coûte parfois plus cher. Et parfois moins cher. Et parfois moins cher. Ouais. En fait, c'est vraiment très dépendant de la taille de l'événement, clairement. Tu sais que dès que tu vas être dans des grands salons, typiquement Porte de Versailles à Paris coûte très cher. Donc tu te doutes bien que ça va descendre le prix de la location de Porte de Versailles. Ça va se retrouver sur ta facture, toi, dans ton stand. Nous, tu vois, on fait généralement sur du 9-10 mètres carrés, on va tourner autour de 2000 euros, 2500 euros. Ça va. C'est un investissement qui est... Ouais. Ça peut se gérer, mais encore une fois, c'est pas forcément le plus cher le mètre carré. Comme disait Charlie, derrière, il faut le stand. Tu peux faire des stands avec une table, une nappe, 2 kakémonos, un roll-up. Ça peut. Nous, on a commencé comme ça, vraiment en mode un peu gitan. On est à la foire, quoi. Il y a un moment, tu peux plus te permettre de faire ça. Ouais, il faut investir un peu. C'est l'image de ta marque, je veux dire. Et puis après, ce qui coûte cher aussi, c'est le déplacement des équipes. Pour un peu que tu sois à l'étranger, que tu sois loin, tu pars à 5 hôtels, 5 restos tous les soirs. L'hôtel, le resto. Ça va très très vite. Ouais. Toi, tu hackes tes salons parfois. Alors moi, j'ai 2 techniques. J'en ai une alors qu'on faisait notamment au début, c'est tout simplement d'aller voir un salon que je veux faire. Je vais aller voir la liste des exposants et je vais aller chercher notamment les exposants français et je vais leur proposer, ok, moi je suis une petite marque, on sera pas en concurrence. Est-ce que je peux vous sous-louer 1 mètre carré de votre stand où je vais poser un présentoir et avec quelques produits et c'est tout. Je me mets dans un coin, vous inquiétez pas, je me débrouille. Et en fait, ça c'est... Ça a marché, ça. Ouais, ça a super bien marché. Okay. Nous, on l'a fait notamment 2 années de suite à Eurobike, qui est le plus gros salon européen du vélo. C'est monstrueux. Ça correspond à 5 ou 6 pavillons Porte de Versailles, quoi. C'est vraiment, c'est très très fat. Et ça, on l'a fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est notamment pour les grands comptes et les distributeurs, ils vont se souvenir d'une chose. T'étais sur le salon, t'avais un stand. Après que t'avais un stand de 1 mètre carré ou 100 mètres carrés, t'étais là. Et si tu pousses l'idée un peu plus loin, tu peux même le faire avec plusieurs partenaires, quoi. Ouais. Alors ça, on l'a fait en France au Marathon de Paris. On a fait un stand France et on s'est regroupé à 5 marques pour mutualiser en fait tous les coûts et ça, c'est quelque chose qui marche bien. Par contre, c'est hyper chronophage. Ouais, je le pensais dans l'autre sens. Au salon dont tu me parlais, tu aurais pu être présent dans plusieurs halls sur plusieurs, tu vois. Alors, je dois avouer que je n'y avais pas pensé. Heureusement que tu écoutes le panier alors. Bah, fidèle auditeur. Ouais, ça c'était un hack, tu m'as dit que tu en avais un autre, non ? Et l'autre, on n'y pense pas souvent, mais notamment, alors soit ça peut être pour être des raisons budgétaires, soit ça peut être aussi pour des raisons de, ok, ce salon, je sais pas trop si c'est fait pour moi ou pas. Des fois, on peut avoir un peu des doutes, et c'est de le faire en tant que visiteur. Avec, j'ai un sac à dos, j'ai tous les échantillons dans le sac à dos, et je vais faire stand par stand, et je vais aller... Parce que dans les autres stands, souvent c'est des marques, mais ça peut être aussi des distributeurs qui exposent pour les marques et d'aller les démarcher, d'aller les trouver, d'aller regarder sur LinkedIn les gens qui postent autour du salon, de prendre des contacts. Là, on est vraiment dans la filouterie absolue. Mais en fait, c'est comme ça que tu as des opportunités géniales à trouver parce que, encore une fois, la plupart des marques sont présentes grâce à leur distributeur local et non en direct. Et ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Ouais. Cool. Ou continue d'en faire, évidemment.
On continue. Mais t'as arrêté certains salons? Ouais, on se recentre, maison et objet, on le garde. Nuremberg, le salon du jouet, là, on en revient plus. Spielwarenmesse. Spielwarenmesse. On va le refaire aussi. Le CES, par exemple, on a arrêté. On en a fait 3, mais maintenant ça suffit. Vivatech, je pense pas le refaire non plus. L'IFA de Berlin, je pense pas le refaire. Enfin voilà, on choisit. T'as quoi comme critère pour décider de la non continuation? Je regarde mes objectifs et est-ce que je les ai atteints ou pas. Si j'ai pas atteint mes objectifs, j'y retourne pas. Tu fais 70-80% de ta vente en physique. T'as pas mal de distributeurs, tu l'as dit tout à l'heure, Cultura, plein d'autres, et Nature et Découverte, hein, on l'a dit en anecdote en début d'épisode. Tu me disais quand on préparait cet entretien qu'il est hyper important de se focuser, de n'avoir pour objectif que le sell-out. Le sell-in, c'est ce que je vends au distributeur, le sell-out, c'est ce que lui vend au consommateur final. Pourquoi ? Déjà, c'est la réalité du business, c'est le sell-out, c'est pas le sell-in. Parce que finalement, c'est bien de vendre tes produits à un retailer, mais ce qui est important, c'est que lui, il les revende à tes clients finaux, parce que le sell-out est le futur sell-in. Donc, en fait, historiquement, moi, je regardais beaucoup le sell-in, et c'est ma directrice commerciale en France, Alexia, je lui passe le bonjour, qui est vraiment focus sur le sell-out, parce que en tant qu'entrepreneur, je regarde le sell-in parce que c'est le moment où on facture et c'est le moment où on encaisse. Donc c'est ce qui pour l'entreprise est quand même très important. Mais Alexia est toujours focalisée sur le sell-out parce que c'est ça la réalité du business, et ce qui te permet aussi de comprendre quand tu fais des actions de promo, de marketing, etc. L'impact il est sur le sell-out, et donc c'est comme ça que tu comprends si ça a marché ou pas. Tu fais une pub dans le métro, ce qu'il faut regarder, c'est que le sell-out, parce que est-ce que ta pub dans le métro, elle t'a permis de vendre des produits en magasin, oui ou non? Parce que la commande que t'as passée à un retailer, ça n'a rien à voir avec la pub que t'as pu faire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être très proche du sell-out, et il faut avoir une connaissance aussi la plus fine possible du niveau de stock que peut avoir un magasin, une chaîne de magasins notamment. Et en nombre de mois de sell-out, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais une chaîne de magasins qui a 8 mois de stock de sell-out, t'es sûr qu'ils vont pas te recommander tout de suite. Et puis si jamais tu mets une nouveauté, tu mets une nouvelle couleur, un nouveau packaging, tu veux mettre quelque chose de nouveau, il faut attendre 8 mois de rotation de stock avant de le voir en magasin. Mais ils t'informent tous du niveau de stock qu'ils ont ou pas? Non, il y en a qui t'informent. Après, ça se paye souvent. Cette information, tu veux dire? Donc c'est les stats de vente. En gros, t'achètes les stats de vente, donc souvent c'est un pourcentage de remise, alors entre 1 et 5%, puis des fois c'est dans les négos. Donc pour avoir les stats de vente qui vont être soit hebdo, soit bimensuels, et donc ça te permet, quand tu fais sell-in moins stats de vente sell-out, t'as forcément ton stock à quelque chose près. Et puis sinon, quand tu les achètes pas, c'est toujours pareil, si tu demandes 2 fois dans l'année et que tu as un bon rapport avec ton acheteur, il va te le donner. Si tu lui demandes 2 fois par semaine, il va peut-être commencer à en avoir marre. C'est là où la présence sur les salons est chouette, quoi. Exactement. C'est que du coup, c'est les petits moments où c'est là où tu peux aller choper un peu des infos un peu informelles, un peu en dehors. Si l'acheteur va pas pouvoir t'envoyer un mail en disant voilà les... Non. Parce que oui, on le paye. Alors 5%, c'est un peu... c'est quand c'est salé. Ouais, mais 1-2%, c'est très récurrent. Ouais. C'est ton accès aux stats. C'est ton accès aux stats. Tous les grands comptes, maintenant, ils le font payer. C'est un peu une manière de faire des marges arrière, quoi. Et alors, on en discutait avec Emilien, et aussi d'ailleurs avec Émeric de 900K, Emilien de Cabaya. Faut faire attention aussi aux commandes, aux recommandes. T'as des conseils à donner là-dessus? Attention à quoi? Sur le stock que peut faire ton wholesaler, ton revendeur, versus le marketing que t'as, le surstockage, le sous-stockage. Ce qui peut être dangereux, par exemple, c'est quand t'as une forte saisonnalité et que t'as pas eu cette discussion sur la saisonnalité avec ton client. Sur le marché mère en France, il y a quand même peu de chances que ça arrive parce qu'en général, on est très proche. Par contre, sur des marchés internationaux, ça peut arriver. Je te donne un exemple. Tu vas rentrer en octobre dans une chaîne de magasins. Tu vas faire des très très bons résultats en novembre et en décembre, et du coup, il va te passer une grosse commande en janvier. Mais parce que ton produit, il est hyper saisonnier et que c'est grâce à Noël que tu as fait beaucoup de ventes. Et là, du coup, il va te faire une grosse commande en janvier. Et là, tu vas te prendre potentiellement 8 mois de stock. Et donc, tu peux te retrouver dans des situations compliquées. Donc ne pas s'emballer sur ces... Pas s'emballer, et notamment sur Amazon. Alors maintenant, ils gèrent super bien la saisonnalité, mais au début, ça nous arrivait un petit peu. Tu fais une semaine 49, 50, 51, qui sont des grosses semaines,
et puis semaine 1 en janvier, du coup, il va te passer une énorme commande, mais en fait, tu vends 12 fois moins, quoi. Donc, Et elle va durer jusqu'à l'été. Donc la commande, elle va durer super longtemps, donc ça tronque toujours un peu les chiffres parce que tu vas faire un mois de janvier de dingue. Par contre, tu vas t'écraser en février, et après, il faut expliquer ça. Si jamais tu as soit des investisseurs, soit des établissements bancaires qui te suivent, autant lisser le plus possible. Donc moi, ça m'arrive Amazon de refuser des commandes parce que de toute façon, ils se mettent rarement en rupture, hein. Ils t'en repassent des plus petites. C'est même conseillé de refuser une partie. Ouais. C'est même conseillé. C'est même je crois que c'est toi qui me l'avais conseillé d'ailleurs. De rester autour de 80-85% de taux de confirmation sur Amazon. Et il faut faire attention parce que ce que tu dis est très vrai et ils adaptent un petit peu. Par contre, typiquement, tu vas faire une semaine ou 15 jours de promo. Ça va bien se vendre. L'algo n'a pas compris que c'était une promo. Et là, tu reçois des commandes assez fortes. Et c'est là où il faut en fait gérer ton stock parce que peu de gens le savent, mais quand tu signes avec Amazon, notamment quand tu es en vendor, Amazon a le droit de te renvoyer les surstocks. Ça, il faut le sortir du contrat, c'est quelque chose qui est très dur. Mais donc, tu peux te retrouver, super, j'ai pris des grosses commandes. Et puis là, 3-4 mois après, tu te retrouves à avoir une palette qui est à ta porte et tu as 10 000 pièces devant chez toi. Et Amazon n'attend pas, hein, c'est-à-dire qu'ils ont déjà déduit. Hein. Ça m'est arrivé. Voilà. Ça m'est arrivé. Moi, on a une négo un poil tendue et j'ai refusé parce qu'il me demandait de payer justement des marges arrière pour enlever cette clause. J'ai refusé et 2 semaines plus tard, j'avais des palettes à l'entrepôt qui étaient revenues. C'était un peu pour me montrer ce qu'il pouvait potentiellement faire. J'ai fini par signer la clause. Non, mais en vrai, là on parle d'Amazon, mais c'est la même chose chez les magasins. En fait, tout est dans le rapport de confiance et en fait, il y a pas d'intérêt, il y a pas d'urgence à faire des sell-in, à vendre toutes tes quantités. C'est un mec qui commande tous les mois, c'est très bien. C'est très bien. De toute façon, il vendra la même chose. Tant qu'il a pas de rupture de stock, plus ça tourne, mieux c'est. Donc il faut pas être trop gourmand au début en se disant ouais, je prends tout ce que je peux prendre. Non, si c'est une ancienne avec laquelle tu as envie de travailler dans le futur et de construire de quelque chose de pérenne, prends le temps. Et alors c'est Emilia ou Émeric qui nous dit aussi attention, la première commande n'est pas s'emballer. La première c'est pour créer du stock, la deuxième c'est du réassort. Donc l'implantation, quoi. C'est ça. Ouais. Si tu signes avec une chaîne de 150 magasins et qu'il leur faut 10 produits par magasin, c'est sûr que tu en as 1500 d'un coup. Donc ça c'est juste l'implantation plus les 800 de stock tournant, donc tu auras une commande de 2300. Sauf que les commandes suivantes, elles vont être que de 500, 600 pièces parce qu'il faut qu'il y ait un stock minimum souvent dans les magasins, plus dans l'entrepôt. Et parfois, certains entrepôts sont dissociés, ça arrive assez régulièrement. Donc, dans l'entrepôt magasin et dans l'entrepôt web. Donc, t'as nous on appelle ça remplir les tuyaux. Donc, au début, c'est comme avec un tuyau d'arrosage, faut que tu remplisses le tuyau, tu mets beaucoup d'eau. Et puis après, tu mets une goutte et finalement, elle sort. Mais la première goutte que tu mets, elle sort pas. Tu vois, faut remplir le tuyau. Alors, il y a un autre pendant de ce surstockage que tu peux avoir en wholesale, c'est que le marketing que tu payes ensuite, tu payes pour des produits que tu as déjà rentrés dans ta compta, quoi. En gros, tu as déjà fait ta vente, tu as déjà fait ton encaissement et tu dois payer du marketing a posteriori. Ça, ouais, c'est quand tu as ton bilan qui intervient entre. Donc, si par exemple, tu clôtures au 31/12 et que tu fais une grosse vente le 15 décembre, tout ton chiffre d'affaires, tout ton bénéfice, il va être sur l'année précédente et il va falloir sortir le stock et ça va être des coûts qui vont être sur la nouvelle année. Et donc, c'est toujours un peu frustrant de payer du marketing, payer des salaires, des salons, des formations sur du chiffre d'affaires et de la marge déjà encaissée. Ça, nous, typiquement, on a des gros distributeurs avec lesquels on refuse de livrer à partir du 15 novembre. On leur dit, non, là, les prochaines commandes, maintenant, ce sera janvier. Et on essaie de planifier le cycle d'achat pour que ça tombe, parce que sinon, effectivement, encaisser, ça reste un jeu d'écriture. Tu refuses des commandes fin... C'est pas que je les refuse, c'est que je les... Tu les temporises. Je temporise et je les incite fortement à commander, à faire en sorte que la facture et que la livraison soit faite en janvier. Et pas au 15 novembre, parce qu'en fait, alors ça reste un jeu d'écriture, c'est du business que tu vas faire, mais au final dans ton bilan, ça change quand même vachement. Si c'est des grosses commandes, ça change quand même ton bilan. Donc si dans la mesure du possible, c'est bien de respecter en fait la saisonnalité et le sell out, parce que ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Et pareil pour lisser tes achats, quand t'as des gros écarts, tu peux te tromper tout seul et te faire un peu piégé. Te faire piéger. Ouais, dans ce process-là, et tu vas trop commander, pas assez, et ça revient à ce que disait Charlie sur le suivi des stocks, quoi. Ça, c'est aussi hyper important de savoir ce qu'il y a dans les tuyaux, pour savoir si en termes de stock, t'es bien, ou, parce que tu peux avoir ton entrepôt à 0, mais si les tuyaux sont pleins, ça va, t'as le temps de voir venir. Alors que des fois, non, t'as rien chez toi et les magasins n'ont plus rien. Et là, c'est embêtant. D'autres apprentissages sur le wholesale? Il y en a plein. Après, on va pas donner toutes les recettes non plus aux auditeurs. Hein. C'est le concept du panier, pourtant. Bon, après, non, mais piège à éviter dans tes renégo annuels? Comme ça,
Non, pas spécialement. Je réfléchis en même temps, mais Bon, en tout cas, toujours ce focus sell-out. Vous avez Pardon. beaucoup avec les grands comptes ou les distributeurs, vous avez beaucoup de discussions sur tout ce qui est marge arrière. on en a. Ouais, on met des paliers. Tu peux expliquer ce que c'est? Alors, nous, on fonctionne sur des RFA, des remises de fin Ouais, d'année. Donc, on donne des objectifs. Par exemple, une chaîne de magasins, on va lui vendre à un prix X. Et on va lui dire, si tu atteins 300 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, on te reversera 2% du chiffre d'affaires que tu as fait pendant l'année. Et puis, si tu fais 350 000, tu auras 3%. Et si tu fais, et puis tu mets les paliers en fonction de la taille du magasin. Donc ça l'incite à aller chercher, tu vois. C'est vraiment en fait comme un commercial qui va chercher sa prime quand il signe. Le magasin c'est pareil. Et là il y a aussi encore un challenge, c'est que un magasin ou une chaîne qui va être proche de son palier, il peut potentiellement passer des commandes. Donc nous on essaie de mettre ça sur le sell-out encore une fois et pas sur le sell-in. Parce que si par exemple tu mets un objectif à 500 000, que le magasin il est à 420. Il s'en fout, il va te passer 100 000 balles de commandes pour être à 520, pour toucher sa RFA de 2%, alors qu'en fait, il les a pas vendus, et en plus, ça te fait du stock qui, toi, te met que tu dois vendre l'année d'après, quoi. Qui après, au premier trimestre de l'année d'après, te met dans la galère. Donc, c'est important de bien se dire, c'est sur le sell-out, et donc, vous me faites les RFA sur des données que vous me communiquez de vente et pas d'achat. C'est un sujet de friction qui peut arriver si t'en as pas parlé en amont. Ouais, tout à fait. On parle d'international? Ça te va? Donc un tiers du chiffre à l'international, et vous avez ouvert les États-Unis récemment. Ouais, exactement. Tu m'avais dit dans les épisodes, je crois, mais que vous aviez des country managers par pays. Alors on a démarré l'internationalisation très tôt. On a essayé plein de modèles. On les a peut-être quasiment tous faits parce qu'on a fait les country managers avec des bureaux sur place. On a fait les agents, les distributeurs et la joint venture. Donc on a vraiment tout essayé. Il n'y a pas de vérité, hein. Personne n'a écrit un livre sur comment internationaliser une boîte et réussir. Enfin, beaucoup en ont écrit, mais je crois qu'il n'y a pas une seule recette. Notre expérience, c'est que les country managers, c'est très difficile parce qu'il faut avoir une véritable expertise dans le pays dans lequel tu vas. Et souvent, tu as tendance à recruter un country manager qui vient de ton pays et il faudrait peut-être plutôt faire l'inverse. Mais, dire, tu vas en Angleterre, t'as beau être un Français qui parle l'anglais, t'auras jamais la culture locale, t'arriveras jamais à parler comme eux, comprendre comme eux, faire le business comme ils ont l'habitude de le faire. Donc nous, en tout cas, aujourd'hui, on s'est plutôt orienté vers un travail avec des distributeurs et dans certains pays des agents, mais on a privilégié les distributeurs parce que quand tu signes avec un distributeur, il a une équipe qui va être ça peut être des petites équipes, hein, des fois ça peut être 3-4 personnes, puis ça peut être 20, 30, voire plus. Donc on n'essaie pas de signer avec des trop gros distributeurs. L'idéal, s'il a 10 personnes. Donc tu signes au UK par exemple, et là tu as un distributeur qui va te prendre entre 25 et 30 points. Il va gérer ton marketing, ta logistique, la signature des contrats avec les retailers. En fait, tu lui confies un peu les clés de ta marque. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est que pendant 3 mois, tu définis un plan de commercialisation, histoire que ton produit ne finisse pas dans des magasins dans lesquels tu n'as pas envie de les voir. Donc, tu définis un plan de commercialisation, tu définis un plan marketing, tu mets 3 mois, tu prépares un lancement, presse, influence, ads, site internet, travail de localisation, packaging, etc. Et puis, quand tu lances, le distributeur, il va t'acheter une quantité, il va t'acheter 3000, 4000 pièces. Et toi, tu vas suivre opérationnellement la bonne application des plans que tu as définis ensemble. Donc, c'est tout simple, hein, c'est un call par semaine et avec les distributeurs. Et là, tu t'assures qu'ils fassent le bon marketing avec les bonnes photos, les bons visuels, la bonne typo, toutes ces choses-là qui respectent bien quand ils dupliquent le site internet, le thème, etc. Parce que c'est lui finalement qui est garant de ta marque dans sa zone. Et ensuite, tu l'accompagnes pour vendre dans les différents magasins. Et ma vision, c'est que la France, c'est pour nous notre laboratoire. Donc, on expérimente plein de choses. Et puis, ce qui marche, on va communiquer avec les distributeurs en leur disant voilà ce qui a marché pour nous. Ça ne veut absolument pas dire que ça va marcher pour vous, mais vous pouvez éventuellement vous en inspirer et l'adapter dans votre pays. Et maintenant, on est arrivé dans un mode assez sympathique où ça nous arrive de voir des distributeurs qui prennent des initiatives, ça fonctionne et nous on copie en France. Au début on était vraiment le laboratoire, mais là je pense c'est tout bête, mais dans le marketing au UK ils ont fait un meditation challenge qui a très très bien marché, et donc maintenant on l'a dupliqué, on l'a fait en France et ça a très bien marché aussi. Donc tu te nourris, et on est même en train de créer une newsletter distributeur, donc tous les mois on enverra une newsletter à tous nos distributeurs
On doit en avoir une petite dizaine, avec les belles implantations magasins, les posts qui ont bien marché sur les réseaux sociaux, les nouveautés produits, si tu as un nouveau packaging, une nouvelle feature, des choses comme ça, histoire de les nourrir un petit peu. C'est marrant parce qu'à 10 distributeurs, je t'aurais dit faut faire un email similaire mais que tu envoies individuellement aux 10, tu vois, plutôt qu'une newsletter. On l'appelle newsletter, mais je crois pas qu'on passe par Sendinblue. On doit faire du 10 copier-coller. Hein. Oui, c'est ça, d'accord, ok. Intéressant de t'inspirer des actions des distributeurs à l'international pour faire des choses en France. C'était quoi le Meditation Challenge ? Sur les réseaux sociaux, 14 jours, où chaque jour tu pouvais faire un petit exercice de méditation pendant 14 jours. C'était sur Instagram et les personnes pouvaient ou devaient s'inscrire à notre newsletter pour le suivre. Et le but, voilà, c'était de créer un peu d'activité sur les réseaux et d'augmenter la communauté, d'augmenter notre base de données d'adresse mail. Tu as dit un truc tout à l'heure, parmi les méthodes que vous avez utilisées, il y en a une qu'on n'a jamais abordée ici, c'est la JV, la Joint Venture. Raconte-moi ce que c'est et comment tu le fais. Alors, quand on est arrivé, déjà, je vais raconter peut-être l'histoire des États-Unis. Il était une fois. J'espère que vous avez le temps. L'histoire de Morphée aux États-Unis plutôt. L'histoire de Morphée aux États-Unis, ça serait un peu long sinon. Non, en gros, dans un premier temps, quand on a voulu se lancer aux États-Unis, on a discuté avec 1 ou 2 distributeurs. Autant dire, quand t'es une petite marque française qui a pas encore cartonné dans un pays, t'es personne aux US, donc c'est difficile de convaincre un bon distributeur. Et en général, c'est pas bon signe quand c'est le distributeur qui te supplie d'avoir ta marque, parce que ça veut dire qu'il manque de marque. Donc c'est rarement bon signe. Donc si tu en veux un bon, il faut faire tes preuves dans le pays. Donc nous, pour faire nos preuves, on a mis nos produits sur Amazon. On a pris une agence Amazon pour avoir la bonne pub, tout ce qui va bien aux US et avoir des avis. Et ensuite, on a pris une agence de presse pour avoir des articles dans la presse. Donc, au bout de 6 mois, on avait une belle page Amazon qui tournait avec déjà une entité juridique sur place, un entrepôt, un stock, une logistique qui fonctionne, des bons avis et des articles dans la presse. Donc, on a eu Washington Post, New York Times, on est passé sur Fox News, on a gagné le Today Show. Enfin, on a été pas mauvais en plus dans la presse. Et là, on est allé voir les distributeurs. On leur dit, regardez, on a une entité, on sait facturer en dollars, on sait faire de la logistique, on commence à être un petit peu connu. Et surtout, le grand truc des Américains, c'est Amazon. C'est à combien sur Amazon? C'est vraiment T'as combien en notes, excuse-moi. Ouais. En notes, t'es un 4,5 ou t'es un 3,5, quoi. Et, si t'as entre 4,5 et 5, t'es une star. Si t'as entre 4 et 4,5, c'est pas mal. Faudra continuer à faire tes preuves. Et si t'es en dessous de 4, faut changer de produit ou t'as aucune chance. T'as aucune chance, clairement. Et donc, on est allé voir des distributeurs et il y a un distributeur qui a été très intéressé et qui a émis l'idée de faire une joint venture avec nous. Donc, nous, c'est notre structure juridique américaine, donc qui n'est pas Morphée France, mais qui est Morphée. Donc, t'as un Morphée US, ouais, qui appartient à 100% à Morphée France. Exactement. Okay. Qui est une fille, qui était sœur au début, mais qui est fille maintenant. C'était un peu plus simple pour les transferts de trésorerie, parce qu'au début, les transferts de trésorerie sont plutôt dans un sens. Ils sont pas trop, tu renvoies de l'argent, mais t'en as pas beaucoup qui revient. Là, on commence à en avoir un petit peu qui revient, mais moins que ce qui part. Et donc, t'as des conventions de prêt entre filiales. Donc, tu mets une convention de prêt et tu vends tes produits de la mère à la fille avec un transfer price, parce que c'est 2 sociétés indépendantes, hein, donc il doit y avoir un niveau de marge pour pas. Le but, c'est pas d'envoyer de la marge dans un pays ou de la conserver dans un autre. Donc il faut être assez vigilant sur toutes les notions de transfer price, de prêt interfilial, donc de prêt interco, et de qui prend la marge, parce qu'en fonction de la fiscalité dans le pays, tu peux très bien t'amuser à mettre de la marge à Hong Kong et pour l'enlever de la France, mais ça marche pas, je veux dire. L'IRS ou les impôts sont pas complètement dupes, et c'est vrai qu'il faut faire attention, et c'est aussi du transfert de il y a un autre terme. Bref, il y a des optimisations qui sont faisables. Alors ça se fait dans les grands groupes, mais voilà. Et puis tu peux après effectivement aller dans des pays où c'est caché, où du coup c'est absolument pas le sujet, et c'est pas ce qu'on. Et juste, pardon, je fais une parenthèse, mes filles et sœurs, imaginez que vous ayez une société en France avec 2 associés qui sont à 50-50, ils peuvent être associés à 50-50 dans une société US, par exemple. Là, elles seraient sœurs, ou s'il y avait une holding au-dessus qui détient les 2 sociétés, de dire qu'elle est fille, c'est que maintenant elle est revenue, enfin elle appartient à Morphée France. En fait, nous, dans le montage, on avait chacun notre holding avec mon associé. Nos holdings respectifs détenaient la France, et puis après, nos holdings avaient créé une autre entité aux US. Sauf que quand on voulait faire des transferts de trésorerie, ça devait passer par nos holdings, qui sont des holdings patrimoniales, avec lesquels on fait autre chose. Donc, c'était un peu compliqué en termes de gestion de trésorerie. Donc, il valait mieux que ça repasse pas par nos holdings et que ce soit en direct.
Et donc Donc tu as une société US qui appartient à Morphe France. exactement. Et cette société US a signé un contrat américain de joint venture avec une société américaine de distribution. Et donc nous, la manière dont on a fonctionné, c'est que quand on va atteindre un certain palier de chiffre d'affaires, le distributeur américain va prendre un pourcentage de la filiale. Puis nous, on a 2 paliers. Donc palier 1, X euros de chiffre d'affaires égale Y%. Puis après, 2X de chiffre d'affaires égale 2Y%. Donc très simple. What's in it qu'est-ce qu'il y gagne? Qu'est-ce que tu y gagnes? Alors, Parce que lui, c'est une marge en plus. lui, c'est Il va pas prendre le contrôle de Morphe France, donc c'est une marge en plus, c'est ça? ce qui se passe souvent. C'est que le distributeur, il prend la marque, admettons un distributeur américain, il va prendre la marque en France. Pendant 3 ans, il va se battre pour créer une marque aux US. C'est du boulot, c'est de l'investissement en argent, en temps, en énergie, en tout. 3, 4, 5 ans. Ça commence à fonctionner un petit peu. Et là, la marque en France, un jour, elle appelle le distributeur et elle dit, j'ai revendu à un gros industriel. Je suis navré, mais ce gros industriel en question, il a une filiale aux US. Donc la filiale va gérer en direct, donc tu dégages. Et le mec, il s'est retrouvé pendant 3, 4, 5 ans à s'être battu pour créer ta marque. Ça commence à tourner un peu. La marque vend et il la perd. Donc, s'il a des actions, il perd la marque, mais en même temps, il est dans l'equity. Donc, il a une equity historique qui est sympa parce qu'il prend un peu de cash et ça lui laisse 1 an ou 2 pour retrouver une marque et relancer ça. Sinon, il a plus rien, quoi. Il perd la marque et il est cuit. Ouais, ça, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais effectivement, avec les distributeurs, c'est pour ça que les gros distributeurs, quand tu bosses avec une marque où il y a un chiffre d'affaires qui commence à devenir conséquent, le contrat est important, pas pour la marque, il est important pour le distributeur. Et souvent, moi dans les marques un peu plus prestigieuses dans lesquelles j'ai pu travailler, on était sur des contrats de 4, 5 jusqu'à 7 ans pour protéger le distributeur, parce qu'en fait, tu mets toute ta force commerciale, du marketing, donc il faut un peu se protéger. La marque, elle fait un peu ce qu'elle veut, s'il n'y a pas de contrat, c'est à l'avantage de la marque. Le distributeur, il a besoin de se couvrir, quoi, parce que c'est encore une fois, c'est. Mais ce qui revient, on l'abordait avec Emilien, au statut d'agent, qui est lui aussi protégé sur le CA que tu vas faire sur sa zone, si jamais tu le quittes un jour. Et voilà, si tu le quittes de manière unilatérale, forcément, il va avoir entre 1 et 2 ans de commission. C'est pour le récompenser du travail qu'il a fait sur son territoire. Et là, effectivement, dans le cas de Charlie, la joint venture permet de protéger et de s'assurer que du coup, ton distributeur va mettre tous ses efforts parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il gagnera avec Morphe, quoi. Exactement. Cool, c'était facile à négocier, c'est quelque chose d'habituel, de classique? Facile, non, parce que déjà, le montage, sans parler des montants et des X et des Y et des 2X et des 2Y. Ça n'a pas été si compliqué. On a eu des avocats qui ont été plutôt cool, qui avaient la double culture et donc qui nous ont expliqué le droit américain, parce que c'est pas si facile. Moi, j'étais pas trop rompu à l'exercice. Voilà, t'as des petites subtilités aux US que t'as pas en France, c'est tout bête, mais quand c'est un contrat américain, déjà que les contrats en français, ils sont pas toujours faciles à comprendre. Alors en anglais, c'était. T'es capable de me dire combien ça t'a coûté le setup, on va dire? Ouais. Un avocat à New York, à 1 000 euros de l'heure, 1 000 $ de l'heure, ça va vite, tu vois. Mais pas tant, je dirais que ça m'a coûté peut-être 10 000 $, tu vois. Ok. Là, je m'attendais à un montant beaucoup plus. Ouais, moi aussi, ouais. Non, c'est correct. Et du coup, t'as pas besoin de visa, t'as rien, t'as une société aux US, tu fais des allers-retours. Ouais, et voilà, société aux US, tu la montes en 24 heures à 1 000 $, et puis après, tu prends un avocat. C'est sûr que je peux t'en trouver des avocats à 50 000, hein, mais si tu te bats un peu, tu peux en trouver pour moi. Cool, intéressant. Ouais, moi je voulais revenir sur un point sur les distributeurs. Tu as parlé de la gestion du site internet. À un moment, je crois que tu as dit on duplique le site pour le distributeur. Ça m'a vachement intrigué. C'est-à-dire que tu laisses la main du site à un distributeur dans un pays, par exemple? Ouais, complètement. Et ça, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet de négo. Alors, nous, on est short en marge. Voilà. Donc, les négos sont des fois un peu tendus. Donc, laisser le site internet au distributeur, ça lui permet d'avoir une source de revenus où lui, il va marger plus que quand il revend à ses retailers, forcément, parce qu'il est en direct. Donc, on confie notre site internet au distributeur, excuse-moi. Distributeur. Donc, exemple, quand on a signé avec un distributeur là au UK, on a dupliqué notre site Shopify. Donc, on a fait un Morphe UK. Et il reçoit les commandes donc directement et il a les mains dans Shopify. On a un accès en commun sur Shopify. Donc on a dupliqué le site ensemble et il est en gestion totalement autonome du site internet. C'est hyper intéressant. Donc effectivement, si vous allez sur morphe.co.uk/site,
c'est un site de Morphe dupliqué pour le distributeur anglais que lui gère. Ouais, t'as vu, c'est pas complètement le même parce que je crois qu'ils ont changé de thème en l'occurrence au UK. Ouais, un nouveau thème. Et franchement, il est pas mal, tu peux t'en inspirer. Je suis d'accord, certains distributeurs s'en sont inspirés, je crois. Et en revanche, sur le FR, donc c'est morphe.co, et l'américain qui est us.morphe.co, Ouais. le US, tu lui laisses la gestion aussi? Je lui laisse la gestion, mais par contre, il a gardé notre thème, il a pas le Il a thème gardé du le UK. même thème, ok. Et en termes d'acquisition, qui gère l'acquisition du coup? C'est eux, C'est eux. ils font tout. Ok, 100%. c'est assez incroyable hein, cette manière de fonctionner. C'est pas on va dire c'est pas courant. C'est assez courant sur les grosses marques internationales, des marques asiatiques qui viennent en Europe. Quand on change de continent, quand on change de devise, ça se fait beaucoup. Donc Suisse, Angleterre, mais du coup c'est hyper intéressant et du coup ça permet de réappuyer sur un point dont on a beaucoup parlé. C'est en gros on donne de la confiance. On est là pour vraiment alimenter la confiance et la relation qu'on a avec son distri on lui donne toutes les cartes en main pour qu'il y aille, quoi. Il est incentivé à tous les étages. T'es distributeur de Morphe, en fait, tu peux gagner à tous les étages, en offline, en online. T'es vraiment impliqué à fond, quoi. De toute façon, je pense que le partage de valeur, c'est une clé de la réussite, que ce soit avec les distributeurs et de manière plus générale dans l'entrepreneuriat. Donc nous, on accepte effectivement de partager la valeur avec le distributeur. Sachant que tu parlais de devises, c'est intéressant. On n'arrive pas encore à craquer la zone euro parce qu'on a justement ce problème de marge et qu'il n'y a pas la place pour un distributeur. Donc on arrive à trouver des distributeurs quand la devise est autre que l'euro parce que ça nous permet d'aller gonfler les prix de 15-20% en jouant sur la monnaie, ce qui est difficile. Admettons que demain je suis en discussion avec un distributeur en Allemagne et c'est le cas mais il parle pas français donc il écoutera pas ce podcast. Je peux pas augmenter je peux pas augmenter mes prix en Allemagne, c'est délicat, ou alors je peux les augmenter mais très peu parce que l'allemand sinon il va aller sur Amazon.fr et il va bien voir que je le vends 20 € de moins et ça marchera pas. Et il y a pas trop la place pour mettre un distributeur, alors que dans d'autres pays où la devise est différente, nous nos deux produits phares on les vend 79 €, au UK on les vend 89 pounds et 99 $, et 99 $ US, ouais. Ça passe très bien si tu veux, parce que 79 € à 89 pounds, ils vont pas aller regarder la conversion, parce que 89 pounds, j'ai pas le taux du jour, mais ça va faire peut-être 95 €. Bah, ça nous permet de placer le distributeur au milieu. C'est intéressant, et surtout qu'aux US t'affiches des prix hors taxe. Exactement. Donc ton 99, c'est un 99 hors taxe. Donc ça équivaut, hein? C'est un 119 € quoi. Ouais, alors allez, c'est 8. Là, il a c'est 8 un à New York. 0,7, c'est là, un 0,8. Ouais. Je regarde tous les matins le vendre. Alors que du coup, ton 80 € en France, il est TTC, donc c'est du 66. Et Amazon, du coup, c'est vous? Parce que là, du coup, on est c'est pareil, en fait, c'est vraiment des discussions, toujours un peu galères et des chaînes logistiques un peu galères. Donc, Amazon, je le confie au distributeur. Et sur mon compte vendor central, quand c'est un compte européen, donc c'était le cas avec le UK, je donne un accès d'admin à mon distributeur. Moi, je garde un accès d'admin aussi. Et je mets ses informations de facturation, de logistique, tout. Donc c'est lui qui... C'est incroyable. C'est de la délégation, quoi. Ouais, c'est complètement de la délégation, ouais. Ouais, quand tu parles de partage de marge et de valeur, là, tu peux pas mentir, là. Bon, en fait, tu prends la marque ou tu la prends pas. Et c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, vous voulez quoi? Vous prenez tout ou vous prenez rien. Et souvent, ils sont contents de prendre tout parce qu'ils sont ultra impliqués. Et ce qui fait la réussite, je pense, d'un distributeur, c'est son implication. Et si tu dis, je te laisse le retail, mais je garde Amazon et le site, je sais pas trop, à un moment donné, tu lâches ou tu lâches pas, quoi. Ouais, mais tous les distributeurs n'ont pas la capacité à gérer un compte Amazon ou un Shopify et ensuite un réseau de distribution physique. Ouais, exactement. Bah, c'est pour ça que nous, on choisit des distributeurs qui savent faire. Et puis après, je veux dire, ça, c'est la règle. Et puis, t'as toujours des exceptions. Un où tu vas gérer Amazon, un où tu vas gérer le site en fonction de ses compétences. Et puis, des fois, t'en choisis. Ils sont bons dans le retail et pas bons sur Amazon et tu t'es planté. C'est hyper intéressant. Je l'avais jamais entendu. Ouais. Nous, on fait on fait autre chose. Sur la partie physique, on laisse tout. Ouais. Même les clients existants renvoient tout. La moindre demande entrante, c'est pour le distributeur. Par contre, toute la partie online, notamment pour la zone euro, on gère tout nous. Donc ça, on gère notre site et on administre les Shopify, on a en .de, .es et Amazon en interne, justement pour des raisons de prix, pour pouvoir être sûr que le prix soit respecté partout, ce qui est un sujet assez sensible. Il y a des rares exceptions où on va donner la partie online à un distributeur. On l'a fait en Suisse, notamment. Pour deux raisons. D'une part, parce que la partie douane est un peu galère avec la Suisse. Et sur des petits prix comme les nôtres, il y a un taux de douane plancher qui est assez élevé. Donc ça, c'était un peu galère. Et le deuxième point, ça permettait de lui faire monter un peu son chiffre d'affaires sur la marque.
Un distributeur qui va bosser une marque pour 100 000 euros, ça l'intéresse moins que si elle fait 2 ou 300 000. Donc on lui a donné le web pour faire grossir le poids de la marque à l'intérieur de son portefeuille et donc ils s'investissent un peu plus, quoi. Ouais, t'as un sujet. Nous, on a quand même un vrai sujet autour du marketing. Je te donne un exemple. On va confier la marque à un distributeur en Allemagne, par exemple, en lui disant tu t'occupes du retail, mais tu t'occupes du marketing parce que c'est le fameux distributeur, les VAD, Value Added Distributor, donc il te fait la logistique et le marketing. Sauf que si moi je vends sur Amazon en Allemagne grâce à son marketing, dans la négo c'est toujours un peu tendu parce que le distributeur nous dit ok, je veux bien faire de la presse, je veux bien faire de l'influence, mais tout ça va vous générer des ventes sur votre site internet, sur votre Amazon et vous allez en tirer les fruits et il est obligé d'en faire parce que c'est dans le contrat et parce que s'il veut que ça marche dans le retail, il en fait. Donc nous on a un cas par exemple au Benelux où les Belges achètent sur Amazon France. Donc attends, je réfléchis en même temps. Donc voilà, toutes les ventes Amazon que je fais ou je livre en Belgique, je rétrocède un taux de commission au distributeur belge qui lui est en charge du marketing. Voilà. Donc, je sais pas si vous faites pareil. Ça arrive. Nous on le fait. On a une approche qui est un petit peu différente où on dit voilà au distributeur, nous on va gérer le marketing. Et en fait, pourquoi on garde le online au sens large? Ça va nous permettre de dépenser en acquisition. Par contre, on s'engage en acquisition à mentionner que le produit est en magasin sur toutes les pubs méta. On dit disponible en magasin. Sur toutes les pubs, c'est marqué. Et on dit voilà, en fait, ce qu'on va générer comme chiffre sur du online, ça va nous permettre de financer cette pub. Et cette pub va te générer du trafic en magasin et tu vas en bénéficier. Mais on a besoin de garder le online parce que c'est ça qui va nous permettre de générer un peu de cash pour réinvestir derrière. Mais si tu gères le marketing, comment tu fais pour gérer du marketing en Allemagne sans parler allemand, en Italie, en Espagne On le fait avec eux, c'est-à-dire que nous, alors le marketing est peut-être plus un peu plus facile. Nous, c'est principalement de la PLV, un peu de newsletter, un peu de flyer, et encore les flyers, on évite. Mais donc en fait, on va lui montrer ce qu'on a et on va faire une traduction avec nos traducteurs en interne et on va le renvoyer au distributeur. On va lui dire voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as des choses à modifier? On est hyper proactif là-dessus, mais ça reste. Je pense que la compréhension du produit est beaucoup plus simple chez nous que chez toi. Encore une fois, c'est toujours au cas par cas et je pense que tu l'as bien dit tout à l'heure, il n'y a pas une recette à respecter et c'est comme ça qu'il faut faire. Nous le marketing il est lourd parce qu'on fait de la presse, on fait de l'influence, on a des réseaux sociaux qu'on anime, la page au UK on a je crois 8000 abonnés sur la page Instagram, donc c'est pas rien et donc c'est assez lourd. Nous on le gère en interne, les influenceurs on les gère nous, c'est les RP, tout ce qui est achat de SEO, liens et tout ça on le fait en interne. Et après il y a des distributeurs qui sont plus ou moins enclins à le faire et plus ou moins proactifs. Ça dépend aussi de la taille de marché. Évidemment en Allemagne ils jouent plus le jeu parce que le marché du vélo par exemple est colossal. En Italie ils achètent. C'est pas un marché de vélo l'Italie? J'aurais pensé que si. Il y en a mais ils sont très très vélo sportifs quoi. Ils sont moins vélo taf. Vélo taf à Rome, c'est pas incroyable. Non, oui, ok, d'accord. Vélo sportif, je t'entends. Finir coincé entre deux pavés. Cool. On parle d'Amazon de 3 minutes sur France, du coup, que tu gères. Est-ce qu'il y a des apprentissages que tu peux nous partager récents? Est-ce que combien? Alors, je vais pas te demander combien tu fais, mais sur une base 100, quelle est ta part de dépenses en acquise sur Amazon? On doit être dans les 15%. Ok. À peu près. Sur Amazon. Base 100 tacos, donc tout confondu, tout confondu. Ouais. 15%. Ok. 15%. Ce qui est pas énorme, effectivement. On pourrait dépenser plus pour aller chercher plus de chiffres. Hein. C'est toujours, tu choisis, c'est un curseur, tu le places où tu veux. Non, mais sur Amazon, encore une fois, on va se répéter chaque année, je pense, mais ce qui est important, c'est les commentaires. Je veux dire, j'ai l'impression qu'Amazon, c'est dicté par la loi des commentaires. T'as des bons commentaires, des bonnes notes, tu vends. T'as des mauvais commentaires, t'es dans la panade. Donc ça t'arrive, on a eu à un moment donné un problème de stock. Amazon ou nous, je sais pas, c'était gouré de refs. Et ils avaient dans les mains des produits allemands et ils livraient des produits allemands à des Français. Donc les Français disaient super, je l'ai bien reçu, mais c'est en allemand, je comprends rien. Vielen Dank. Et donc on prenait des 1 sur 5. Et là je me dis on en a livré 30, 300 ou 3000 des produits allemands. Donc t'essayes de remonter dans la logistique et là c'est une petite galère. Mais dans ce genre de cas, typiquement, ils arrivent à... Tu peux demander la suppression des commentaires ou le non négatif? Non, et t'arrives même pas à parler à un humain. J'ai jamais réussi à parler à un humain.
Donc tu ouvres des tickets, t'as toujours des gens qui te répondent, qui sont très sympathiques, dans un anglais très cordial, mais tu n'as jamais... Attends, juste depuis ton lancement sur Amazon, t'as jamais parlé à un musicien? Si, ça m'arrive. Déjà une fois par an pour les négos. Ouais. Ils viennent, ils t'appellent avec des numéros masqués, et ensuite ils te contactent avec des adresses mail qui sont RAM-annual terms 2023 à Amazon, et donc une fois que t'as signé, l'adresse elle disparaît. Ouais, non, les avis, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et pour faire supprimer des avis sur Amazon, il y a un seul cas de figure où ça marche. C'est si l'avis mentionne que l'insatisfaction vient d'une mauvaise livraison ou d'une mauvaise exécution du service Amazon. Si c'est parce que le client a commandé la mauvaise taille et que c'est de sa faute alors que c'est bien marqué, tu ne peux pas le supprimer. Et c'est vraiment... Et il y a des marques qui ont disparu sur Amazon, notamment entre vendeurs chinois, et ils le font beaucoup. Ils s'attaquent. Ils se font des attaques d'avis négatifs. Et tu peux flinguer une marque comme ça. Alors Amazon détecte, ils suppriment beaucoup en prévention. C'est très dur d'être les avis clients sur Amazon. Et vous pouvez le vérifier sur toutes les marques. La note moyenne sur Amazon sera toujours plus faible que sur un site e-commerce. Toujours, 100% des cas. C'est quasi impossible de faire défaut. Tu peux y arriver. Moi, j'ai essayé une fois, je me suis fait choper et j'ai pas réussi une deuxième fois. Mais ils t'ont laissé? Non, l'avis était bloqué. Non, l'avis était bloqué, mais tu... Ah oui, ils m'ont laissé tout. Ah, mais c'était pour Morphée. C'était il y a 3 ou 4 ans, effectivement. Si, c'était pour Morphée. Donc, j'avais demandé à ma belle-sœur, à mon frère, et donc, j'avais donné l'argent en liquide avec acheté le produit et je sais pas comment ils m'ont chopé, mais l'avis il a été... Attends, ils ont acheté le produit? Non, elle a acheté le produit, elle a mis un avis, moi je lui ai remboursé en adresse IP. Tu ne peux pas... En fait, toutes les adresses IP sur lesquelles tu t'es connecté à un compte Amazon, en fait elles sont bloquées par les avis. C'est-à-dire que moi par exemple, toute ma famille ne peut pas mettre d'avis, même s'ils ont vraiment acheté les produits. Et de manière générale sur Amazon, il ne faut pas tricher avec ça, parce que c'est un compte supprimé sur Amazon. Alors déjà c'est grave, pour des marques comme les nôtres c'est grave, ça pèse... Faut recréer ta boîte quoi. Non mais tu peux pas, t'es blacklisté. C'est hyper compliqué. Faut changer d'identité quoi. Ouais, non, ils rigolent pas. Et ils ont raison, Nous, c'est aussi pour ça qu'on est allé sur Amazon. C'est parce qu'on sait que c'est la vitrine des avis clients. Et tu vois, tu le disais aux US. Nous, c'est la même chose, C'est l'argument number one chez les distributeurs. Regardez notre Amazon. Celle-là, tu peux pas la tricher. Sur nos sites, on sait tout ce qui se passe, T'as beau avoir des avis vérifiés. Pas nous. Toutes les marques, non, mais toutes les marques peuvent, chacun met son curseur d'éthique où il veut, mais toutes les marques peuvent, choisir quels avis elles diffusent. En fait, tu les valides, les avis. Oui, quasi. Tu les valides. Bien sûr, ouais. Donc, si tu le valides pas, il est en stand-by. Il est là, il est en stand-by, mais il est pas visible. Et ça, c'est une réalité. J'hallucine qu'ils aient quand même réussi à trouver. Donc, c'est toutes les API, les IP, où tu t'es connecté peut-être un jour, quoi. En effet, j'avais dû me connecter sur la même adresse IP qu'elle un jour, on a dû être sur un Wi-Fi commun, tu vois, et je me suis fait attraper. Ouais. Il faut faire attention à ça. C'est ce qu'on appelle les black hats chez Amazon, et ça, il faut éviter. Super épisode avec Native Union qui est sorti le 17 février où on parle de ça justement. Donc Igor, le fondateur, a un pied à Paris, un pied à... Est-ce que j'ai dit exactement la même chose dans l'épisode avec Kabaya? Non, peut-être pas. Il a un pied à Paris, un pied à Hong Kong, et il y est depuis 12-13 ans. Et il me dit qu'il y a une communauté de black hat marketeurs d'Amazon autour de Shenzhen. Et des mecs qui sont capables de faire, soi-disant capables de faire le jour et la nuit. Oui, non, mais nous, on est sur Amazon, on est sur une niche très concurrentielle. On voit régulièrement des gros vendeurs qui se font ban et qui disparaissent du jour au lendemain, et des produits avec 4-5 000 avis, Alors, juste pour avoir un ordre de grandeur, toi, tu m'as dit c'est 15% environ de ta cost. Donc, tu dépenses 15 pour faire 100 organique comme via la pub en vente. Toi, t'es à combien, Nous, on est plutôt Mickaël à un gros 30%. Alors, on est autour de 20% en France, notamment parce qu'on a un produit où on vend quand même 2 à 3 fois plus cher que les produits disponibles. Et par contre, à l'étranger, sur des marchés comme l'Allemagne, en 2022, je suis quasiment à 50%. Donc, il y a des marchés sur lesquels je perds de l'argent, mais on est aussi là pourquoi... J'allais te dire, à 50%, tu gagnes plus, là. Non, je gagne pas, clairement. Et pourquoi je le fais? En fait, c'est parce que ça me permet de continuer à diffuser la marque, de diffuser les produits sur un marché où j'ai envie de prendre des parts de marché. Et moi, ça me permet d'avoir des avis clients, et je peux aller voir mes distributeurs. Et ça a été, d'ailleurs, ça a porté ses fruits, puisque on vient de signer avec un nouveau distributeur Cycle en Allemagne. Voilà, je peux lui montrer les avis clients, il va sur la fiche produit, il voit qu'il y a 30, 50, 100 avis. Ok, et pas que des avis en français, en espagnol, non, des avis dans sa langue avec des photos parfois. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un des trucs sous-cotés. La vitrine
qu'est Amazon en fait. C'est Ouais, tellement... tu le considères comme une dépense marketing, quoi. C'est une dépense marketing. Donc après, on le pilote en fonction. C'est Allemagne et UK. Et UK, par exemple, tu vois, si on était sur les mêmes ratios, par contre, UK, on a stoppé pour l'instant. Parce que la distribution physique ne suit pas. On n'arrive pas à trouver le truc. Donc, en attendant, on va pas non plus jeter de l'argent par les fenêtres tous les jours. Donc, on a stoppé les dépenses publicitaires. On se concentre sur l'Allemagne. Et on va voir réponse dans quelques mois, quoi. Cool. Allez, on va attirer en douceur, mais on a parlé de marketplace, on a parlé d'international, on a parlé de wholesale, on a parlé de distributeurs, d'agents, on a parlé de salons, mais on n'a pas parlé de tes boutiques. Pourquoi t'as pas de boutique? C'est ce que je te disais tout à l'heure. On avait déjà... alors, pour modérer mes propos, moi j'ai toujours eu ce rêve, et Guillaume aussi, je crois, d'avoir un jour une boutique en propre. Ne serait-ce que pour voir ta marque s'exprimer, tu vois, dans un magasin à 100%. Mais déjà, on peut pas tout faire. Je pense que c'est quand même pas mal de soucis, et on en a déjà assez comme ça à gérer. Et je vois pas une source de rentabilité pour nous aujourd'hui, ni de chiffre d'affaires. On a 1500 boutiques qui nous distribuent. En avoir 1501 et que la dernière, elle soit à nous. Est-ce que ça va vraiment nous changer notre chiffre d'affaires? Non. Notre rentabilité? Non. Ton image? Donc, exactement. C'est pour l'image. Enfin, tu vois, je pense à Chantilly qui se fait chaque année un pop-up, enfin chaque année parfois plus, mais pour jouer, tu vois. Non, mais on le fera un jour. On le fera un jour. Mais c'est plus un kiff qu'une véritable stratégie, tu vois, qu'une véritable stratégie de CA ou tu te fais plaisir. Et tu peux ouvrir une boutique avec 3 refs? Bah ouais, t'en mets beaucoup sur chaque chaque étagère. Ouais, après ça fait un peu concept store plus showroom, tu peux. Exactement, si c'est petit, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais bon, alors après c'est plus gros, mais Babyzen, les poussettes yo-yo, ils ont une boutique dans le 11e, ils ont, je crois, une ref de poussette. Après, il y a des accessoires, mais t'as une ref. J'ai une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure et je te la pose maintenant. Enfin, 2 questions. On sera dans les temps. Quels sont tes leviers pour activer le sell-out des magasins qui te revendent? La formation des vendeurs. Ouais, donc sur place ou pas sur place, parce que tu peux avoir des e-learning que tu peux mettre en place avec certains retailers, des e-learning, des QCM, des choses comme ça. Après, la formation sur place. Et donc, eux doivent motiver, enfin, je sais pas, Nature et Découverte, pour reprendre cet exemple, ou Cultura doit motiver ses vendeurs à aller suivre le QCM ou la vidéo de formation. Ça peut être obligatoire. Ça peut être obligatoire. Ça peut être obligatoire pour eux. Si c'est pas l'alternant qui se connecte avec 12 logins des 12 vendeurs, parce que je l'ai déjà vu. C'est vrai. Et qui répond 12 fois au QCM. Mais c'est normal. C'est sagouin. Dire, t'as la stratégie, puis après t'as l'opération, hein. Donc, de la formation, de la PLV, j'imagine. La formation, de la PLV, de la formation sur place. T'as quelque chose qui marche, nous, très très bien quand les magasins acceptent de le mettre en place. C'est des jeux concours. Donc, tu vas faire des jeux concours entre magasins. Tu vas prendre des différents groupes. Donc, 3 groupes de 20 magasins. Tu mets quelque chose à gagner, un lot un peu sympa. T'es sûr que les vendeurs, ils ont envie de gagner le lot. Pour le gagner, il faut qu'ils vendent tes produits. Et pour vendre tes produits, il faut qu'ils se forment. Donc, en fait, là, tu vas leur donner envie de se former. Plutôt que de, toi, aller pousser de la formation, c'est eux qui vont venir la chercher. Quel type de lot t'as mis Bon, nous, déjà, on a mis nos produits pour les premiers jeux concours, tu vois, donc les packs produits. Et puis après, on met un week-end. Nous, on est toujours un peu zen. Donc, un week-end dans un hôtel sympa avec massage, sauna, hammam, quelque chose comme ça. Tu mets quelque chose d'une valeur de 300, 400 euros. C'est un cadeau super sympa. Et donc, on le fait régulièrement chez Nature et Découverte. On a 3 zones, zone A, zone B, zone C. On fait concours sur 4 semaines. Et le magasin de chaque zone qui fait le plus de chiffre d'affaires pendant les 4 semaines remporte un lot d'une valeur de X euros. Et donc, si c'est Reims, après, nous, on va aller trouver un hôtel à Reims sympa qui a des massages. Si c'est Nice, on va chercher à Nice. Et donc, on choisit le lot ensuite. Mais tu l'offres au vendeur, au directeur du magasin. Il faut arriver à communiquer jusqu'au vendeur. Tu choisis, en général, c'est les responsables de zone et l'équipe, tu vois, et l'équipe. Donc, en général, c'est 2-3 personnes. Ok. Non, ça marche bien. Les incentives, c'est quelque chose de très, très efficace. Très, très efficace. Après, sinon, en magasin, pour accélérer ton sell-out, tu peux avoir la promotion, par exemple. Tu peux avoir les têtes de gondole qui marchent super bien. Tu peux avoir les box spéciaux. Donc, ce qui
important dans un magasin, c'est de prendre de la place. Et pour prendre de la place, il faut événementialiser quelque chose. Parce que tu peux pas prendre de la place. Donc, s'il y a un événement, nous, par exemple, à l'occasion de la fête des mères, on va proposer des box aux magasins qui vont faire 1,20 m de haut par 40 cm de large. Et ces box-là vont être éphémères, vont être mises en amont, devant les rayons. Et forcément, là, ça dynamise bien ton sell-out. Ok. Et après, le dernier point qui marche bien, ça rejoint la formation, mais des fois, juste de passer en magasin. Juste d'aller serrer la main, de dire bonjour, de se présenter, de passer en magasin. Ça, c'est, encore une fois, on en revient toujours à la base du commerce. Hein. C'est des relations humaines. Et alors, c'est difficile à faire et à industrialiser, mais sur les points de vente principaux, de passer, de dire bonjour, tout va bien, juste de faire un peu de discussion un peu informelle. Ça, c'est un outil qui est incroyable. Et en plus d'apprendre des choses avec le vendeur ou le responsable de rayon, ça booste les ventes en permanence. Mais ça veut dire une force de vente ou une force humaine qui fait le tour des magasins, qui se balade. On a 2 personnes sur le terrain full time. Qui se déplacent en full time, 2 alternants. Et puis après, nous, on en fait aussi. Moi, j'en fais aussi. Ce qui est bien chez Nature et Découverte, c'est qu'on est en face des sièges massants. Donc comme ça, tu vois, tu peux te mettre pendant 20 minutes, tu regardes un petit peu. Et puis tu discutes avec les vendeurs. Donc c'est un très bon emplacement. Je fais cette réflexion. Et moi, t'as mis des alternants. Ouais, alors ils sont formidables, ils vont certainement écouter, donc on les salue. Ils ont intérêt, vu le nombre d'heures de voiture qu'ils font. Mais c'est marrant de mettre un alternant, pour véhiculer l'ADN, les valeurs, la culture de la boîte. En fait, honnêtement, si t'as quelqu'un qui a du bagou, ça passe. Ce qu'il faut, c'est, t'as pas besoin d'avoir le VRP qui a 20 ans d'expérience qui passe dans un magasin. T'as besoin d'un mec sympa. Et t'as tu vois, faut trouver un alternant qui est sympa, qui vienne avec le sourire, de l'énergie, qui soit content de voir les magasins, qui sache que quand il va au Nature et Découverte de Rennes, c'est Julien et qu'il le reconnaît la prochaine fois. Voilà, faut quelqu'un de sympa, en fait. Rien à rajouter. Cool. Écoute, c'était passionnant. On aurait pu parler encore de KPI, de marge, mais l'heure file. Et je trouve qu'on a appris plein de choses. C'était super. On est bon? Mickaël, t'es OK? On est bien. Moi, j'ai appris plein de choses aussi. Formidable. Charlie, merci infiniment. Merci à tous les deux. Toujours un plaisir de te croiser. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Rendez-vous au prochain épisode. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.